Bonjour, bienvenue à ce panel en réseau, le quatrième de la série 2, alors que nous interrogeons sur la participation au temps de la COVID-19. On sait que la participation est le thème majeur du réseau Périscope. Nous l'investiguons de différentes manières et nous avons choisi de conduire cette série de panels autour des relations école-famille-communauté, les inégalités et les inéquités. Plus spécifiquement aujourd'hui, notre panel porte sur les connexions, les maisons et l'autorégulation. Dans une seule question, ça signifie quels sont les nouveaux visages de l'accès aux instruments numériques. Nous avons 8 panélistes aujourd'hui. Alors, la première personne à parler va être Stéphane Allaire, qui est chercheur à l'UQAC. Il sera suivi d'Audrey Bluteau, de la Bibliothèque Père-Ambroise à Montréal. Alexandre Buis est mentionné sur la diapositive, mais il va plutôt parler à la fin. Par contre, il pourra n'importe quand être rejeté comme toute autre personne du panel, là, des propos au cours du panel. Il y a Thomas Méchineau, qui est étudiant international à l'Université Laval. Nous aurons aussi Marie-Pierre, qui est étudiante de la classe de M. Guillaume. Nous aurons Florence Côté, Alice Gingras et Virginie Vincent. Alors, chers panélistes, bienvenue. Nous ouvrons nos échanges, nos regards croisés. Les expériences de tout le monde et les propos de tout le monde sont très importants. Alors, sur ce, je demanderai à Stéphane Allaire de nous lancer un peu là, sur ce panel en évoquant le concept de connexion. Stéphane, à toi. Merci Thérèse pour l'invitation. Écoutez, pour moi, le concept de connexion, il évoque différents concepts. En premier lieu, le concept de relation humaine, qui pour moi est beaucoup à la base de l'enseignement et de l'apprentissage. Ce que ça évoque aussi, c'est toute la relation enseignant-élève, les interactions entre les pairs, le concept de collaboration. Puis pour moi, le numérique, en fait, peut être un amplificateur de ça. On le voit entre autres aujourd'hui, où on rencontre des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, je rencontre aujourd'hui des gens que je n'aurais probablement jamais rencontrés. Donc, c'est ce que je veux dire quand le numérique peut être un amplificateur. Donc, ça me donne l'occasion de discuter avec des nouvelles personnes. On l'a vu dans différentes initiatives au Québec depuis un certain nombre d'années. Moi, ce que je trouve, là, avec le contexte de la pandémie, j'ai un peu l'impression qu'on sous-utilise ce genre d'usage. Puis j'ai plus l'impression, à l'heure actuelle, qu'on se connecte à des outils qui, eux, diffusent du contenu plutôt que des outils qui nous maintiennent en relation. Alors, je mettrais la table peut-être comme ça, là, en lien avec le concept de connexion, puis je pourrais y revenir plus tard après un premier tour de table. OK, allons-y, c'est parti. Alors, Madame Bluteau, de votre point de vue, à vous, qui travaillez dans une bibliothèque, comment ça se présente? Donc, c'est sûr que pour les bibliothèques, nous, déjà depuis plusieurs années, c'était vraiment un travail de devenir des lieux de rencontre, le fameux troisième lieu, où des gens de tout horizon peuvent entrer en contact avec d'autres personnes et découvrir dans le fond, leur vie de quartier. Et d'autant plus, la succursale dans laquelle je travaille, c'est une bibliothèque familiale. Et notre mandat, c'est vraiment le familial très, très large. Autant le voisin peut faire partie de la famille du quartier que les personnes avec des liens de sang. Donc, nous, c'était un très, très, très gros changement, une très grande problématique, puisque pour le citoyen, les employés aussi font partie de la vie familiale. Donc là, on s'est retrouvés pendant plusieurs mois très, très loin les uns des autres, et on est dans un quartier qui est très inégalitaire au niveau de la connexion, au niveau dans le fond, de l'accès, dans le fond, au matériel informatique. Donc, déjà, tout ça, c'est pas facile, mais on a eu tout au long de l'été beaucoup de réflexions, beaucoup de mise en marche. Et comme disait Stéphane, c'est vrai que présentement, on voit qu'on connecte avec des gens qu'on ne connecterait pas autrement. Là, c'est de voir ceux avec qui on connectait physiquement, comment on peut garder le contact. Donc, on a eu plusieurs initiatives. On a
Heureusement, on a encore accès, les gens ont encore accès à emprunter les documents, donc ils ont encore accès à venir nous voir, mais ce qu'on ferait en activité, on le fait en activité à emporter à la maison, que la famille, dans le fond, reprend le relais, mais avec des explications visuelles dans le fond, comme si nous, on était avec eux, mais les gens sont autonomes, dans le fond, dans leur pratique. On n'a pas le choix, on fait du virtuel aussi, on fait des activités en virtuel, mais j'essaie dans celle que je dirige de garder une possibilité pour que la personne qui a peu de connexion puisse juste downloader les informations et faire l'activité sans être obligé d'utiliser une bande passante pendant une heure et demie d'activité. Et on fournit tout ce que la personne a besoin pour être autonome à la maison. Donc, vous vous souciez beaucoup du fait qu'il peut y avoir une bande passante très réduite ou que ça peut coûter un peu plus cher à certaines familles, mais vous maintenez la connexion avec le numérique. Avec le numérique, puis avec quand même du physique qu'on distribue. Et on est rendu présentement à 784 activités qui ont été distribuées à nos citoyens dans une seule de nos succursales. Donc, c'est quand même, on espère au moins qu'il y ait une centaine d'enfants qui aient eu accès quand même à une activité de la bibliothèque à la maison. Et on espère aussi, donc c'est sûr que ces enfants-là, si les parents sont venus à la bibliothèque, ils ont emprunté, donc on a encore un petit lien. Puis on a gardé nos liens aussi avec nos enseignants des bibliothèques qui étaient associés à nous. Même chose aussi pour les groupes communautaires. On travaille avec des groupes en francisation, des groupes en alphabétisation. Donc, on essaie de garder le lien avec ces gens-là qui se sentent présentement très, très isolés. Donc, il y a le maintien du lien, mais est-ce qu'il y a des nouveaux liens? Est-ce qu'il y a des nouveaux parents qui se révèlent vu que vous avez ces activités-là? Pensez-y, puis je vous reviens tout à l'heure. C'est bon. OK. Thomas? Oui, du coup, moi, je vais parler un peu de ma situation. Donc, je suis étudiant international, je suis à la maîtrise en technologie éducative. Et puis, depuis la COVID, forcément, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La plupart des cours, même tous les cours sont devenus à distance, pour la plupart asynchrone. C'est vrai que du coup, ça a fait beaucoup de changements. Puis moi, j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui vient d'ici, donc j'avais un point d'accroche, mais je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui venaient vraiment de la France métropolitaine qui sont repartis là-bas de peur vraiment d'être seuls, quoi, parce qu'ils étaient dans les résidences étudiantes. Du coup, à partir du moment où il n'y a plus ça, il n'y a plus du tout de contact et ça devient un peu difficile de faire la part des choses entre justement rester pour ses études et vraiment avoir à côté une vie sociale. C'est ça, je dirais que pour moi, le nouveau visage, justement, c'est vraiment l'asynchrone. J'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que ça se développe à l'université. Là, il y a 75% de mes cours qui sont en asynchrone. Puis c'est vrai que dans ces cas-là, c'est vraiment là où l'autorégulation, je pense que ça a tout son sens que ce soit dans la question parce que moi, on habitait dans un appartement à Québec avec 3 pièces, puis ça devient difficile. On est 2 à l'université. Puis là, on avait 2 ordinateurs, mais en fait, on tourne en rond sachant que moi, là, j'ai réussi à avoir un stage. Si on était encore là-bas, ça devient très difficile, on va dire, que une personne soit toute la journée dans une pièce, puis l'autre personne a juste une pièce. Donc, ça devient quand même compliqué. Au niveau des connexions humaines, par contre, moi, je sais qu'en technologie éducative, ça a ouvert beaucoup de portes parce que le télétravail a fait que, la situation de Covid a fait que les technologies éducatives se sont développées très vite, plus vite que ça devrait. Et donc, cet été, j'ai pu avoir la chance d'être auxiliaire pour le Centre de services des ressources technopédagogiques de l'Université Laval. Et là, en ce moment, je suis stagiaire au ministère des Finances. Donc, je pense que ça, c'est des opportunités qui, en fait, le passage au tout en ligne m'ont offert justement ces connexions avec des gens que je n'aurais pas pu avoir avant. Mais bon, c'est un peu dommage dans le contexte dans lequel ça se fait. On va passer à Marie-Pierre. Marie-Pierre, est-ce qu'il y a eu des nouveaux visages pour toi depuis la pandémie? Ben, ton écran, vas-y. dans le fond,
je suis élève en secondaire 1. Puis en 6e année, les professeurs utilisaient majoritairement Classroom, Google Classroom. On avait une réunion par semaine. Puis des fois, il y avait des difficultés de réseau, de connexion, puis de Internet. C'était plus difficile. En secondaire 1, c'était mieux. On suivait l'horaire régulier avec nos professeurs. Le travail d'équipe, c'était un peu difficile parce qu'on ne pouvait pas comparer nos copies. On ne pouvait pas interagir comme on le ferait normalement avec le contact humain directement. On utilisait plusieurs plateformes pour travailler, entre autres Google Drive, notre mail pour la communication, notre agenda électronique pour suivre nos cours à distance selon l'horaire régulier. Des fois, c'était plus difficile parce qu'on était plusieurs en conférence à la maison. Fait que le réseau, c'était un peu plus difficile. Au début de l'année, les professeurs nous ont préparé, si ça arrivait, puis plusieurs ressources à utiliser. Ça a vraiment beaucoup aidé pour ce qu'on a fait à la maison. C'est pas mal ça. Mes amis, c'était plus difficile aussi parce que des fois, on n'était pas en contact avec nos amis directement. Des fois, on voulait être avec nos amis, mais on ne pouvait pas. On se faisait des meetings sur Zoom ou pas Classroom, Google Meet, à part de l'école, mais c'est pas pareil comme le vrai contact humain. C'est ça, hein, ça doit être plus difficile un petit peu avec les amis et les voir moins souvent, hein? Oui. Ouais. OK. Allons donc du côté d'Alice. Alice, comment ça se passe pour toi? Moi, en fait, je suis en secondaire 3. Oups. Donc, moi, c'est rendu une journée sur 2, comme une journée à la maison, puis une journée que je suis vraiment en classe en présentiel. Puis, en fait, c'est vraiment difficile parce que moi, en plus, avant, il y avait une fille qui avait eu le COVID dans ma classe, donc on a été en confinement 2 semaines. On est revenu à l'école, puis là, on a appris qu'on allait une journée sur 2 à l'école. Fait que c'était vraiment comme beaucoup de choses en même temps. Puis là, il fallait porter le masque en tout temps aussi à l'école. Fait que c'était comme beaucoup d'informations. Puis en Zoom, je trouve ça plus difficile parce que j'ai l'impression que tu peux tout le temps être déconcentré par tout autour de toi quand tu es comme dans ta chambre. Puis il y a comme ma mère qui travaille à la maison aussi, puis mon frère, des fois, il est aussi à la maison. Fait qu'il y a beaucoup de façons de se déconcentrer facilement. Puis aussi, des fois, tu oublies comme des cahiers à l'école. Fait que là, il faut que tu attendes pour faire ton travail. Puis là, tu prends du retard. Fait que ça, c'est plus difficile. Fait que c'est ça. Puis il n'y a pas vraiment de nouvelles connexions parce qu'en Zoom, c'est juste ta classe puis ton professeur. Puis tu as comme tout le temps ta journée normale. Sauf que des fois, ils te laissent partir avant aussi. Fait que c'est un peu comme bizarre de partir avant la fin du cours. Fait que sinon, à l'école, c'est aussi difficile parce qu'il faut que tu portes ton masque. Puis après ça, on peut faire du travail d'équipe, mais il faut que tu gardes un peu ta distance. Fait que tu peux pas échanger ta feuille ou t'en poser des questions que ça. Puis si, exemple, tu as une question sur l'examen que tu as coulé, il faut que tu prennes un rendez-vous en Zoom avec ton professeur. Puis il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de réseau. Fait que des fois, ça coupe, puis c'est difficile d'avoir comme un rendez-vous. Fait que c'est ça. Moi, je trouve ça difficile. Puis je préférais quand c'était l'école, comme tout le temps à l'école, en présentiel. Puis c'est ça. Et là, ce sont des visages masqués en plus, hein, à l'école. Et puis de la maison, bien, ce sont des visages numériques seulement, hein? Ouais. Puis les profs aussi doivent se promener dans l'école avec soit des lunettes ou une visière puis un masque, là. Fait que c'est drôle des fois de les voir tout autant protégés en se promenant dans les corridors. As-tu une expérience similaire, Florence? Moi, je vais à la même école qu'Alice. Les deux, on est en secondaire 3, mais on n'est pas dans la même classe. Oui, j'ai pas mal, c'est pas mal la même chose qu'Alice. Moi, j'ajouterais que
c'est beaucoup plus de gestion parce que la journée où tu es à l'école, tu dois prévoir tes cahiers pour le lendemain, mais tu dois prévoir aussi tes cahiers de devoirs pour l'autre journée d'après qui va être à remettre parce que si tu oublies un devoir qui était, mettons, pour le vendredi, mais tu es le mercredi, mais jeudi, tu peux pas y aller parce que tu es à la maison. Fait que c'est beaucoup plus d'organisation puis de gestion, comme j'ai dit. Je dirais aussi, c'est beaucoup plus dur de se concentrer en Zoom, surtout avec le fait qu'on fait plus beaucoup de sport à cause du COVID. Étant une athlète et Alice aussi, c'est vraiment plus dur de gérer tout sans nos sports parce qu'on est vraiment habitué de gérer le stress, l'énergie et tout avec nos sports parce qu'on joue au soccer. Sinon, je dirais qu'avec nos amis, c'est vraiment dur de garder la distance, puis là, de voir tes amis, mais tu peux pas vraiment les voir en même temps parce que tu dois comme être distancé ou en tout cas. Puis moi, personnellement, c'est comme dur. Parce que, mettons, cet été, nos événements, c'était vraiment dur de les faire parce que personnellement, j'ai fêté ma fête tout seul parce que je pouvais pas être avec mes amis. Fait que c'est vraiment plus dur du côté social aussi, je dirais. Oui, l'autorégulation, là, elle devient plus compliquée, hein? Ouais. Pour toi, Virginie? Je vais commencer par faire un test. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, oui. Parfait. En fait, moi, je me présente, je m'appelle Virginie Vincent, je suis étudiante en éducation spécialisée au Collège La Flèche à Trois-Rivières. Mais aussi, je voulais un peu apporter mon point de vue en tant que je fais partie de l'association étudiante du collège, c'est mon 2e mandat. Puis c'était pour exprimer aussi que l'engagement social est vraiment moins accessible pour les jeunes, étant donné la pandémie, mais étant donné aussi les connexions Internet. Donc, je veux dire, par exemple, nous, c'est toujours très difficile de susciter l'intérêt des étudiants pour ce qui est de nos activités et tout en tant qu'association étudiante, mais présentement, c'est comme le point mort, surtout étant donné le fait que nos activités étaient toujours des rassemblements. C'est vraiment un réajustement qu'on doit faire, mais qui est très difficile d'aller chercher l'intérêt des jeunes, des étudiants. Puis ensuite de ça aussi, c'est le point que les connexions aussi, ça accentue la solitude des étudiants. On le voit beaucoup dans mon programme particulièrement, étant donné qu'en éducation spécialisée, on favorise beaucoup le contact humain, mais ça aussi dans l'enseignement. C'est ça. Et ensuite de ça, il n'y a plus de local programme, chose qui nous rassemblait tous les étudiants en éducation spécialisée. Il y a aussi un problème qui a été soulevé par rapport aux étudiants de première année, étant donné que moi, je suis en 3e. C'est le fait que personne ne se connaît. Il n'y a pas de mélange entre les cohortes, alors qu'habituellement, il y avait un peu plus de partage entre les différentes cohortes. Là, c'est plus accessible. Il y avait aussi l'accessibilité pour ce qui était des outils numériques. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est pas accessible pour tous les étudiants. C'est pas tous les étudiants, en fait, de mon collège qui ont les moyens de s'acheter un portable qui va être assez performant pour faire leurs travaux à la maison et tout. Il y a un service que notre collège offre de prêter des portables, ce que je trouve qui est très bien pour pallier à ce besoin-là. Ensuite de ça aussi, il y avait le point des connexions en région. Moi, j'habite en région, puis c'est vraiment très, très difficile. Je vais vous dire qu'il y a des fois il y a des activités pédagogiques que je ne peux pas faire étant donné que ma connexion est trop mauvaise. C'était pas assez pour moi. Connexion et solitude. Qu'en pensez-vous, M. Buis? Bon, l'enjeu principal, c'est l'isolement. C'est aussi simple que ça, parce que l'autorégulation est un enjeu, on le connaît, on n'était pas très bien préparé parce que l'autorégulation, dans le sens d'amener les élèves ou les étudiants à fixer leurs objectifs et à surtout s'auto-évaluer et s'organiser en fonction des objectifs à atteindre, ça n'a jamais été une priorité absolue, je dirais, dans nos systèmes éducatifs. Et du jour au lendemain, on se rend compte qu'à distance, on a besoin d'autorégulation, mais être à distance ne nous forme pas à l'autorégulation. C'est un premier défi. Le deuxième qu'on n'avait pas vu venir, c'est l'isolement complet. Beaucoup d'études sont sorties depuis sur les effets de l'isolement sur l'affect,
sur même nos capacités cognitives. Alors, on devrait pouvoir créer des interactions, on devrait pouvoir créer des relations, on devrait pouvoir permettre l'essor, comme le disait Stéphane, de nouvelles connexions. Mais nos classes ne sont pas créées pour ça. Pour bien gérer ça, d'après les études que je voyais passer, il faudrait permettre des échanges à 8 ou 12 personnes dans un Zoom pour permettre vraiment d'échanger entre les membres d'un différent groupe. On ne fonctionne pas de nos jours dans nos classes, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'infrastructure, sans parler des problèmes physiques de connexion. Donc il y a un véritable enjeu presque de santé mentale, mais cognitif au sens profond, dans l'isolement qu'on a créé. Mais je pense que nos moyens technologiques nous permettraient de faire autrement, mais il faut vraiment repenser la manière, à mon avis, de travailler avec nos outils. Ce n'est pas en mettant tout le monde devant de la synchrone qu'on va réussir à, disons, se sauver au niveau de l'autorégulation. Et ce n'est pas en ayant des classes de 32 comme au secondaire, tous ensemble sur un Zoom, qu'on réussit à faire, à mon avis en tout cas, le nécessaire pour que les connexions se rétablissent. Virginie, si tu avais toute la connectivité, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? La connectivité de l'Internet, j'entends ici, là, parce qu'il y a les connexions humaines aussi. C'est sûr que ça serait plus facile pour moi d'avoir accès à toutes les activités pédagogiques que mes profs proposent. Parce que juste visionnement de vidéos, ben pour moi, c'est impossible. Des choses comme ça aussi, je crois que c'est pas mal tout. Mais si tu avais toute la connectivité, là, aurais-tu des choix à faire au plan de ton autorégulation? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu choisis par rapport à? Ben, c'est sûr qu'en ce moment, je veux dire, c'est sûr que je crois que les enseignants en tiennent compte, mais j'ai vraiment l'impression que notre charge de travail est vraiment plus grande depuis la pandémie, étant donné que, par exemple, je commence moi à 8 heures le matin sur mon ordinateur, puis je finis sincèrement à 8 heures le soir. Là. Puis, tu sais, des fois, moi, c'est peut-être l'inverse. Des fois, j'ai la difficulté à prendre des pauses. Des fois, il faut que je me force à en prendre. Puis, à la fin de ma journée, je suis beaucoup plus épuisée qu'une journée d'école. Puis là aussi, ma vue a réduit depuis. Donc, j'ai une nouvelle prescription en optométrie. Sinon, ben c'est pas mal ça, je veux dire. Je suis quand même assidue pour ce qui est de mes travaux et tout, mais... C'est pas facile de s'autogérer, hein? C'est-à-dire, les journées sont longues devant l'écran. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut... Oui, vraiment. Oui. Okay. Comment vous composez avec ça, Audrey, de votre côté? Est-ce que les journées sont devenues plus longues aussi? Comme oui. Oui, ça c'est certain. La chose que moi je vois aussi, même au niveau personnel, c'est que là, mon professionnel se passe par les écrans, mon personnel se passe par les écrans, mon loisir passe par l'écran. C'est beaucoup des fois. C'est beaucoup. Je pense qu'on s'en rendait pas compte quand c'était juste du loisir, que c'est très, très, très demandant. Une journée d'animation, c'est beaucoup plus fatigant que ça l'était. Ça a été prouvé aussi. Fait que des fois, je me dis aussi, les gens aussi qui ne sont pas au rendez-vous, c'est pas toujours parce que les moyens physiques, la facture numérique est là, mais bien parce que à un moment donné, je pense que les gens en peuvent juste plus d'être toujours. On voit la famille par l'écran, on voit les amis par l'écran, on travaille par l'écran. Ça fait beaucoup, beaucoup d'écran. As-tu trop d'écran, toi, Alice? Dirais-tu ça? Ben, moi, je trouve que oui, parce qu'en plus, avant, tu sais, j'allais à l'école, j'avais du soccer à l'école, je revenais à la maison, puis j'avais du soccer après l'école, je faisais mes devoirs, fait que j'avais pas autant de temps d'écran que d'habitude. Puis là, en plus, on passe notre journée sur le Zoom, puis ensuite, on n'a rien à faire après nos devoirs, fait qu'on va écouter, mettons, la télé,
ou faire un FaceTime avec nos amis. Fait que c'est juste comme en continu, tu vas être sur ton écran sans t'en rendre compte parce que tu n'as rien d'autre à faire. C'est ça. Tous les visages passent par l'écran, hein? C'est ça. La famille, les amis, peu importe, ça va être comme par l'écran. Je pense que, Thérèse, si tu le permets, ce qui est vraiment souligné ici, c'est qu'on doit s'interroger sur ce que c'est une interaction et qu'est-ce que c'est collaborer. C'est pas une interaction, c'est pas regarder un enseignant travailler, c'est pas travailler simplement ensemble, c'est être des êtres humains qui échangent. Mais des êtres humains qui échangent, ça peut pas juste être un visage qui parle du sujet dont on doit parler. Ça peut être, je le lisais dans une étude, simplement chanter ensemble, commencer sa classe en disant « Oui, c'est une classe de mathématiques, gang, on va chanter une chanson ensemble. » Ça va être tout faux, c'est pas grave, mais on va faire autre chose. On va redevenir des êtres humains en interaction et pas passer, comme tu le disais Alice, 6 heures par jour devant un écran pour recontinuer 4 heures par jour. Il faut arriver à retrouver l'humanité dans notre connexion virtuelle. J'aurais peut-être un point à ajouter, là, parce que... Virginie, oui. Parfait, parce que je trouve que c'est un point intéressant qu'on aborde peu aussi, c'est la communication non verbale. Alexandre parlait justement de la communication humaine, mais la communication humaine passe en grande partie par le non-verbal, puis par Zoom, par les vidéos. C'est beaucoup plus difficile d'analyser le non-verbal des gens, de communiquer avec eux de cette façon-là. Okay, ça réduit beaucoup nos capacités de communication. C'est par exemple, souvent des signes d'ennui, on peut les voir de façon non verbale ou de l'intérêt, on peut le voir de façon non verbale aussi. Donc, ça réduit beaucoup ça. Et en même temps, ça permet à Mme Bluteau et à ses collègues d'entrer dans les maisons avec des activités. Vous auriez rêvé de ça il y a 2 ans, puis vous auriez dit non, 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 non. Surtout chez les adultes. On avait toute une strate d'adultes qui ne participaient pas, n'étaient même pas inscrits ou n'étaient pas intéressés nécessairement par nos services parce que c'est plus simple, par exemple, d'aller à la librairie que de venir à la bibliothèque. Et là, tout à coup, c'est une révélation de « Ah, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Ah, ben, je vais aller voir les bibliothèques, ils ont toujours quelque chose. » Donc là, on a toute une génération de jeunes personnes qui viennent qui viennent virtuellement pour, par exemple, des clubs de lecture. C'est une clientèle qu'on n'avait jamais dans les clubs de lecture. Les gens entre 20 et 40 ans, ils n'ont pas le temps. Là, maintenant, ben, c'est à la maison. J'allume mon ordinateur, mon café est là. Si j'ai envie d'aller faire pipi, ma toilette est là. Si je veux manger, mon frigo est là. Et ça leur permet, pour une fois, de faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais fait. Donc, on a plein de personnes qui c'est les premières fois, qui le vivent avec nous et qui déjà, ils sont, ben, imagine quand on va se voir en vrai, quand on va prendre le temps, quand on va arriver à la bibliothèque, toute la gang ensemble, c'est des gens qui se connaissaient pas. C'est des gens qui nous connaissaient pas non plus. Et puis là, ils sont comme, j'ai hâte de vous voir, j'ai hâte d'aller, qu'on se soit ensemble, qu'on prenne un café. Donc, c'est des choses en effet, on n'aurait pas pu penser l'an dernier, de se dire, on va avoir un club de lecture multigénérationnel qui va fonctionner avec des gens qui vont être heureux de se projeter dans le futur et de se voir dans le futur. On voit vraiment les deux côtés, hein? Là, maintenant, il y avait Marie-Pierre, maintenant, on voit l'autre côté, on voit l'enseignant. Alors, bonjour Guillaume, à toi la parole, oui. Je voulais dire aussi qu'au niveau des connexions, il y a des connexions nouvelles qui se sont créées aussi. Moi, le soir, j'ai décidé, tant qu'à être assis devant mon ordinateur, de laisser toujours une conférence Google Meet ouverte pour répondre aux questions de mes élèves. Puis, au lieu que ce soit mes élèves de cette année qui se connectent, c'est mes élèves que j'avais il y a 2 ans qui se connectent. Puis là, ils sont connectés, ils peuvent être 5, 6 en ligne, puis ils n'ont aucune question, là. Mais ils ont besoin d'aller se raccrocher avec quelque chose. Ils choisissent tous de faire comme hier, là, il y était 4 filles, ils faisaient des exercices de physique. Je suis prof de maths en secondaire 1, c'était des filles de secondaire 5 hier. Il y était 4 filles en train de faire des exercices de physique. Ils se parlaient entre eux autres dans ma salle de classe virtuelle. Puis tout à coup, hey, Guillaume, on aurait une question. Moi, je travaillais sur d'autres choses. Je revenais à la conférence. Oui, c'est quoi? Je pouvais leur répondre, mais
il y avait comme ce besoin-là d'être ensemble, même s'ils n'étaient pas ensemble. Puis même si pendant une demi-heure, il ne faut avoir personne qui parlait, puis d'un coup, tantôt, monsieur, il parlait de chanter. Tout d'un coup, Juliette, elle se connecte, puis elle compte une joke, puis elle ferme son micro tout de suite après. Puis là, tu vois juste les faces du monde qui partent à rire parce que ça n'avait pas rapport à ce qu'elle a dit, mais il y avait besoin de cette source de connexion-là. Puis le fait d'être... C'est niaiseux, j'ai juste ouvert une classe, puis je n'ai pas donné mon alias aux étudiants de secondaire 5. Là. Ils l'ont eu parce qu'ils ont posé des questions à quelqu'un qui l'avait eu. Puis... Mais ça devient comme un lieu d'échange informel. Les questions qu'ils me posent à moi, il serait bien mieux de les poser à leurs enseignants, mais non, c'est plus un contexte informel. Ils ne m'ont pas jasé l'année passée, ça fait 1 an ou 2 qu'on ne s'est pas parlé, mais là, ils sentent qu'ils ont besoin de cette connexion-là. Fait que ça amène vraiment un échange totalement différent. Puis moi, en tout cas, je trouve ça vraiment trippant. Puis oui, ils me posent des questions des fois que je dis « OK, donne-moi 2 minutes. » Il m'a fouillé, il m'a trouvé une réponse. Là. Je ne me sais plus, moi, c'est quoi un miroir parabolique convexe, puis elle se forme où l'image. Puis donne-moi du temps, puis là, je rouvre ma tablette, puis je partage une application de dessin, puis là, je dessine avec eux autres, puis on bâtit nos connaissances ensemble, mais je n'ai pas l'impression dans ce temps-là que je suis l'enseignant. J'ai plus l'impression que je suis un ami qui ont besoin de jaser, puis d'échanger, puis je ne peux pas leur donner les réponses. Je ne les ai pas, les réponses, puis je ne connais pas l'examen, puis je ne parle pas à leurs enseignants parce que même si on est dans la même école, ils sont sur un autre étage totalement. Mais le besoin de connexion, il s'est transformé. Il ne s'est pas juste transféré, mais c'est un besoin totalement différent qui est là. En tout cas, moi, j'adore l'échange que ça me permet d'avoir avec ces élèves-là qui, l'année passée, ils ne m'ont pas parlé une fois de l'année, là, que c'est vraiment le nouveau modem, le nouveau module de fonctionnement qui les amène à réfléchir à une nouvelle façon de se connecter, puis à voir avec qui se connecter, puis pourquoi se connecter. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça le fun comme exemple parce que ça montre en fait que le numérique peut être un vecteur important pour garder le lien signifiant que les élèves peuvent tisser avec un enseignant. Et puis il y a peu d'élèves qui ont l'occasion de revoir un même enseignant plus tard dans leur cursus. Ça arrive, là, mais je ne pense pas que ce soit la norme. Je trouve que l'exemple est intéressant là, dans ce cas-ci. Je voudrais peut-être revenir sur un aspect, on parle des travers que le numérique met en lumière. Moi, j'ai un espoir un peu par rapport à ça. On parle d'isolement, on parle des travers du tout asynchrone, de diminuer les interactions. Moi, j'espère aussi que ça va nous amener à nous recentrer justement sur la dimension relation humaine parce qu'on ne se le cachera pas. Hors pandémie, il y a bien des élèves aussi qui se retrouvent dans ce genre de situation-là en face à face. Puis ça, je pense qu'à l'heure actuelle, le numérique a le dos très large. Là. Moi, si j'ai un espoir, c'est que la situation actuelle nous permette de constater que de l'isolement, puis un manque d'interaction, ça se vit aussi dans des contextes de face à face. Oui, le manque met ça en évidence. Hein. Vas-y, Thomas. Il nous reste une couple de minutes, puis on va ouvrir ensuite. Il y a d'autres personnes. Les personnes qui veulent, là, on va ouvrir les micros et les caméras aussi, si d'autres personnes veulent intervenir. Vas-y. C'est plus mon expérience à moi, là, mais c'est que j'ai les deux côtés. Vu que je suis encore étudiant, j'ai le côté recevoir, puis j'ai aussi le côté formation, parce que ça va être mon métier. Je dirais que justement, ces actes de socialisation, nous, on essaye de... Enfin, moi, je suis sensibilisé justement à ces actes de socialisation qu'il faut les mettre en place au même titre que la formation, que du contenu. Mais j'ai l'impression que du côté en tout cas de ceux qui nous les donnent, là, en tout cas dans mes cours qui sont asynchrones, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte. Mais c'est vrai que moi, par exemple, à mon stage, je suis arrivé là, ils avaient des réunions sur du contenu. Mais j'aurais dit, pourquoi vous ne faites pas une réunion de socialisation? Parce que on dirait que c'est tout le temps oublié cet aspect-là. On dirait qu'il faut que tout continue, tout le contenu, la performance, la production, tout ça, il faut que ça continue. Mais justement, c'est vraiment délaisser ce côté sociable, ce côté, il faut mettre en place des choses pour que les gens se parlent, parce que c'est comme ça que ça avance.
Tout à fait, tout à fait. On ouvre. Annie, voulez-vous intervenir? Bonjour. Bonjour, discussion très intéressante, mais je suis arrivée un peu tardivement à la rencontre, là. Donc, c'est ça, j'ai manqué des bouts, donc j'ai pas des questions, mais le sujet est très intéressant. Moi, je m'y intéresse à plusieurs niveaux, là, notamment pour nos étudiants à l'université, mais aussi parce que je m'occupe des stages et que on prépare les stagiaires aussi à enseigner à distance et à composer avec cette réalité-là. Donc, c'est ça, je trouve ça intéressant d'avoir des réflexions, témoignages de gens de toutes sortes de points de vue. Merci, merci. Florence, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-ci de notre échange? Vas-y. Moi, je voulais rajouter aussi que je trouve que pendant les Zooms, il y a beaucoup moins d'interaction avec ton prof puis tes camarades de classe parce que, par exemple, mettons, le prof va enseigner quelque chose à l'avant de la classe, tu peux bien plus interagir puis, mettons, aborder plus le sujet, tandis qu'en Zoom, personne presque va enlever son micro puis lancer une information ou quelque chose, une question qui pourrait être intéressante. Puis aussi, avec tes camarades, mettons, en Zoom, personne ne va ouvrir son micro pour dire de quoi de drôle pour changer l'atmosphère, tandis qu'en classe, ça pourrait plus arriver, ce genre de choses. Ce n'est pas le même genre de discipline. Oui, c'est pas le même genre d'atmosphère, je dirais. Pas le même genre d'atmosphère. Ouais. OK. Marie-Pierre, toi, du côté de l'atmosphère, ça a l'air de quoi? Ça va vraiment bien. C'est sûr que c'est plus dur, mais on n'a pas le choix de se plier aux mesures mises en place. Nos professeurs, ils se donnent beaucoup de mal pour essayer de faire du mieux qu'ils peuvent le nécessaire pour que ça aille bien. Alexandre, autre réflexion, autorégulation? Et autorégulation, tu disais que, Stéphane, tu disais fort justement que la situation a le dos large et que l'isolement existait avant et qu'on avait des problèmes qui existaient avant et puis ils ne font que remonter à la surface. Et je dirais que l'autorégulation a le dos large parce qu'on entend beaucoup maintenant « Ah, mes élèves sont autonomes, les étudiants sont plus autonomes ». Je ne pense pas, non. On n'est pas plus autonome à cause de la situation et on ne doit pas oublier que l'autonomie ou l'autorégulation, ça se forme et qu'il y a un aspect émotionnel, affectif très fort là-dedans et qui ne peut exister que dans l'interaction réelle, entre guillemets, réelle, je veux dire, substantielle avec les autres. Et toujours ramener, oui, on va amener les élèves à de l'autonomie, mais personne ne peut rester autonome dans un isolement, que ce soit un isolement, je dirais, d'apparence ou un isolement réel, c'est impossible physiologiquement. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour être totalement seul, à quelques exceptions près. Et je pense que là, on a vraiment une réflexion à faire, et ça a été souligné par plusieurs participants, sur comment retrouver un élément émotionnel dans nos interactions en ligne. Comment repermettre à l'être humain d'exister en ligne? Parce que c'est grave. Je veux dire, si on voit des élèves, je vous écoutais, à quel point ça vous manque d'être en interaction, à quel point c'est différent d'être dans un Zoom de 25 ou 30, et que ce n'est pas la même chose d'être en classe en présentiel, juste pour attirer l'attention, juste pour pouvoir poser une question. Ce serait beaucoup plus facile. Vous voyez, l'information circule bien, on est 12 actuellement à se voir mutuellement. L'information circule relativement bien, on est attentif à comment agissent et réagissent les uns et les autres. C'est gérable, beaucoup d'études le démontrent. Il y a un nombre maximal pour l'interaction synchrone en ligne au sein d'un cours ou d'un panel. Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de cerveau humain, de perception des autres, de tolérance à l'émotion. Et vous voyez, on est tous restés assis sagement. Pourquoi est-ce que personne ne se lève? Pourquoi est-ce que personne n'a le réflexe de « Oups, voilà, évidemment, il y a des obstacles techniques, mais on pourrait bouger. » Pourquoi est-ce qu'on est comme ça pendant 6 heures de temps? Il n'y a aucune raison technologique qui nous oblige à rester cadrés dans un rectangle.
Bref, et je peux continuer pendant des heures, je pense que ce n'est pas ça l'idée, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne à ce qui fait de nous des êtres humains en interaction les uns avec les autres. La technologie le permet. Donc oui, on peut découvrir d'autres personnes. Oui, peut-être qu'on peut même briser l'isolement grâce à la technologie. Mais il faut se souvenir que ce n'est pas juste du contenu, c'est de l'interaction humaine. Et en ce moment, ça nous prend beaucoup de résilience pour vivre, qu'on soit apprenant, on est tous apprenants, apprenantes, ou qu'on soit du côté de l'étudiant, l'étudiante ou du côté de l'enseignant, l'enseignante. Il y a de la résilience qui est nécessaire. La semaine prochaine, on va aborder le thème du bien-être socio-émotionnel. Tard au mois de novembre, là, on a pensé que... Et déjà ce soir, on voit là, toute la dimension que ça prend, cela, et toutes les préoccupations qu'on doit avoir autour du bien-être socio-émotionnel et comment est-ce qu'on peut faire. En passant, moi, je me suis acheté un lutrin. J'essaie de travailler 3 heures de temps debout, mais ça ne paraît pas. C'est toujours le même carré. On voit toujours... on ne voit pas que je suis un lutrin, mais là, je suis assise. C'est vrai que je suis assise là. Je redonnerai la parole à Alice. Alice, on est en train de conclure, là. Qu'est-ce que tu as le goût de nous dire, là? Ben moi, j'ai envie de dire que oui, en arrivant au début de l'année à l'école, on était comme prête mentalement à ce que peut-être que ça allait arriver, qu'on allait être en confinement ou qu'une journée sur 2 ou que tout allait refermer. Mais même à ça, quand on a comme vraiment su que ça arrivait, ça a quand même fait un plus gros choc, même si on était comme préparé en avance. Puis j'ai l'impression qu'au début de l'année, tu apprenais comme à voir comment sont tes profs, puis tu sais, il y avait les drôles qui faisaient des blagues pendant, puis tout le monde riait, puis là, t'es comme assis en Zoom, puis là, le prof fait la même blague, mais personne rit, tout le monde rit, mais le micro fermé, fait que c'est comme si personne riait, fait que c'est un peu poche, tu sais. Fait que c'est ça qui est plus difficile, puis je veux dire, c'est sûr que des fois, t'as comme le prof que t'aimes moins, que ça change rien, parce que quand il fait une blague, personne rit, tu sais. Mais quand c'est les profs le fun, ben c'est poche de tout avoir notre micro fermé pour pouvoir comme interagir avec lui. Marie-Pierre, c'est-tu comme ça de ton côté? On va demander à Virginie aussi, puis à Florence. On fait le tour là. Vas-y, Marie-Pierre. Ben, c'est vrai que c'est un peu comme ça, mais c'est sûr qu'en avant, dans une classe, c'est pas pareil que derrière un écran. C'est 2 choses complètement différentes. L'atmosphère est différente, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est plus silencieux, tu sais. Puis c'est ça. OK. On reçoit bien l'idée. Alors, Virginie, à toi. Oh. Il y a des ben moi, sincèrement, les gens ne bougent pas. Hein? C'est un exemple de ce que tu disais, Alexandre. Vas-y, Virginie. Ben moi, je crois qu'il y a vraiment beaucoup moins place à la spontanéité, étant donné que justement, un rire, c'est spontané, tandis que ouvrir son micro et rire, c'est plus spontané puis c'est plus naturel. Faire une blague dans une classe, c'est beaucoup plus facile que ouvrir son micro, prendre son courage à 2 mains, faire une joke devant plein d'écrans de gens qu'on ne sait pas s'ils rient finalement. Tu sais, c'est vraiment pas la même chose, à mon avis. Alexandre a sorti sa marionnette. Florence, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ben, moi, je pense qu'ils ont pas mal tout dit, mais je dirais que c'est ça, l'ambiance est vraiment différente. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça, c'est difficile d'avoir une réaction derrière ton écran. Tu vas pas prendre le temps, comme Virginie elle a dit, d'ouvrir ton micro puis de rire, ça serait comme plus naturel, en effet. Puis, c'est pas mal ça, là, je dirais. OK. Je ferai un autre tour avec vous, puis en commençant par Thomas. Qu'est-ce que vous suggérez pour le mois de janvier? Qu'est-ce que vous suggérez à vos profs pour le mois de janvier? Pour transformer un peu votre expérience, là, pour combiner mieux résilience puis bien-être, là. Ben moi, je leur conseillerais peut-être de casser la norme, dans le fond. Prendre cette opportunité pour justement tester des choses, vraiment, puis mettre les humains, les élèves au cœur de tout cet apprentissage. Quitte à prendre des mesures radicales, j'ai déjà entendu des professeurs de cégep qui racontaient qu'ils essaient tous les micros et toutes les caméras ouvertes de tout le monde, juste pour avoir
pour avoir un retour. Vraiment juste... donc, je sais qu'après, ça a d'autres désavantages, mais je sais que c'est radical, mais si ça peut ramener un peu de vie, un peu d'humain, un peu justement de connexion, au cœur de tout ça, bah, tant mieux. OK, on va passer à Virginie, puis tout le monde étudiant, si vous voulez préparer votre réponse, et ensuite, on va demander aux professeurs ici qu'est-ce qu'ils voudraient du côté des étudiants. Alors, vas-y, Virginie. Mais moi, je crois que les enseignants, enseignantes devraient donner une plus grande place pour les interactions au sein même de leur parcours. Par exemple, juste faire des salles Zoom où que les étudiants peuvent interagir les uns avec les autres, etc. Et sans le prof. OK. OK. Alice, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais en janvier? Là, supposons que il y en a encore là, du Zoom. Ben, moi, je pense qu'il y aurait façon de faire que ce soit plus intéressant parce que là, le prof il parle pendant toute ton heure de cours, puis toi, tu as ton micro fermé, puis il faut que tu écoutes toute l'heure sans rien dire. Puis si, mettons, tu veux dire quelque chose, là, ton micro est fermé, il faut que tu lèves la main, il faut que tu attendes qu'il te choisisse. Puis là, il faut que tu fait que, la blague est passée, ce que tu voulais dire, c'est comme plus dans le sujet pantoute, là. Fait que je pense qu'il y aurait façon que ce soit plus intéressant, puis que tu puisses plus interagir vite. Comme si on avait nos micros ouverts plus souvent. Si tu as envie de laisser ton micro ouvert, si tu as envie de le laisser fermé, tu choisis. Mais je comprends que la caméra soit ouverte, mais les micros, j'aimerais ça que si tu as envie de le laisser ouvert, tu le laisses ouvert. Si tu as envie de le mettre fermé, tu le fermes, puis c'est ça. OK. Plus quelque chose de plus spontané. Tu voudrais ramener de la spontanéité dans Oui, l'intérieur. que ce soit plus intéressant, que tu n'aies pas juste besoin d'écouter pendant tout ton cours. Tout à fait, tout à fait. Florence, vas-tu dans le même sens? Oui, ça serait pas mal la même chose. Justement, que les profs prennent juste un 5-10 minutes, mettons, au début du cours ou fin du cours pour, mettons, bouger ou, je sais pas, faire un caout parce que, tu sais, puis on ouvre tous nos micros puis on peut tout parler comme ça serait beaucoup, tu sais, ça te mettrait plus je sais pas comment dire ça, là, ça te tenterait plus après de faire ton cours quand tu as eu le temps de bouger ou de faire une activité qu'être assis pendant 1 heure et quart puis attendre pendant que le prof parle. Puis aussi, ça serait le fun si les profs étaient comme plus indulgents. Parce que nous, en tout cas, nous, dès qu'il y a 1 minute passée, mettons, notre cours est à 8h25, puis il y a 1 minute de passée, bien, ils vont déjà prendre les absences. Mais tu sais, d'habitude, des fois, c'est comme pas de ta faute, tu n'es pas capable de te connecter, il y a un problème technique. Fait que juste être plus indulgent, je dirais. OK. Marie-Pierre, toi, qu'est-ce que tu souhaites pour cet hiver? Ben, c'est vraiment, pendant nos cours, la problématique, c'est qu'on est assis pendant vraiment longtemps. Faudrait peut-être juste avoir des petites périodes pour bouger, marcher, faire d'autres choses un peu, s'échanger un peu, de rester assis sur une chaise longtemps, devant un écran. Mais Donne l'exemple en art plastique. comme en art plastique, notre professeur elle nous a fait faire un projet à l'extérieur. C'était vraiment le fun parce qu'on n'était pas assis sur une chaise, puis on bougeait un peu sans... Donc, davantage bouger, davantage bouger. Ouais. Stéphane? Écoutez, moi, j'ai une chose. Communiquer ce que vous venez de dire. Moi, je vous trouve extrêmement lucide. Vous êtes très articulé. Puis vous le faites de façon très, très polie. Puis moi, vraiment, même si on est très, très loin en ce moment, là, ce que j'ai entendu ce soir de vous, ça me touche. Là. Puis je trouve qu'il y a des très, très belles idées. Oui, pour mieux composer avec la pandémie, mais pour mieux améliorer notre système éducatif en général. Donc, n'hésitez pas à répandre vos idées. Elles méritent d'être écoutées et entendues. Audrey Buteau, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour l'hiver? Pour l'hiver, c'est sûr que ce que je souhaite, c'est sûr pour les étudiants, c'est qu'ils puissent avoir une certaine normalité. Mais je souhaite en effet que c'est ça qu'on comprenne que
oui, on est à distance, mais on peut quand même se donner une certaine normalité en utilisant la même chaleur qu'on avait. Rappeler aux gens qu'ils peuvent aller se prendre un verre d'eau sans demander la permission, ils sont dans leur lieu personnel, qu'ils peuvent, oui, interrompre pour poser des questions. Parce que c'est vrai que les gens ont plus tendance à attendre qu'on les interpelle, à attendre leur tour, à être un peu en phase de stasis, un peu comme s'ils étaient gelés tant et si longtemps qu'on leur donne pas la parole, mais qu'ils ont le droit en effet, de défaire leur micro, d'intervenir, de poser des questions, de demander des temps d'arrêt, comme ils le feraient en classe quand le professeur est motivé puis qu'il ne se rend pas compte que tout le monde est épuisé, que ça existe et qu'on se donne le droit de dire là, c'est assez, est-ce qu'on peut juste se parler, juste être là ensemble. Il y a peut-être une petite anxiété à être devant la caméra ou être devant l'écran, plus particulièrement. Là. Annie, as-tu un souhait pour l'hiver? Ensuite, on va retourner à Alexandre qui va nous compléter le tout. Ben, moi, je retiens qu'il y a l'aspect relationnel. Là. Quand j'entends interaction, j'ai beaucoup entendu relation. Là. Alors, moi, personnellement, je vais enseigner un cours, mais à un petit groupe. Puis, j'avais déjà comme idée là, de faire une rencontre individuelle avec chacun, là, très courte, mais juste pour créer le contact initialement. Mais j'entends aussi le contact entre les étudiants, donc aménager un moment, ils ne se connaîtront pas, donc comment se connaître à distance et il y a des choses à faire aussi en équipe, donc ça, je l'ai entendu aussi de la part des étudiants, donc c'est difficile de travailler en équipe quand on ne se connaît pas, donc je pense je retiens ça aussi, d'aménager du temps un peu de socialisation informelle ou de mettre les gens en petits groupes dans des groupes Zoom là, pour qu'ils aient le temps d'échanger, de se connaître. Alors, morceler aussi, mais je suis étonnée d'entendre que c'est beaucoup, j'écoute l'enseignant longtemps, là, donc je vais quand même transmettre aux stagiaires l'idée d'avoir des stratégies plus actives, de mettre les étudiants, les élèves en action. Donc, je repars avec plein d'idées. Oui. Marie-Pierre, tu dis ce que tu avais à dire là, sur ce que tu souhaites pour l'hiver? Oui, pas mal, oui. Pas mal? OK. Alors, Alexandre, moi, je te pose la question suivante. Autorégulation et dimension sociale, comment ça va ensemble? Il n'y a pas de, merci Thérèse, il n'y a pas d'autorégulation sans dimension sociale. On pense toujours qu'être autonome, c'est ne pas tenir compte des autres. C'est à peu près l'inverse. Et l'autonomie se développe à travers la relation aux autres. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Si on va étudier des systèmes scolaires qui mettent ça de l'avant, ils travaillent énormément en coopération. C'est des travaux de groupe sans cesse, mais des vrais travaux de groupe. C'est des vrais échanges profonds et humains. Et peut-être que dans la distance sociale qu'on vit, qui ne devrait pas s'appeler distance sociale, mais distance physique d'ailleurs, il y a un énorme danger. Ce danger, c'est les effets justement, et je reviens là-dessus, de l'isolement. Un des effets, c'est l'intolérance. Pourquoi? Parce que, sans être trop technique, mais on a des parties de notre cerveau qui diminuent quand on diminue nos interactions sociales. Également, quand on diminue nos interactions physiques, ces parties de notre cerveau ont tendance à diminuer, ça se produit assez rapidement. Et un des effets de ça, c'est de développer effectivement l'intolérance et l'incapacité à comprendre l'autre, donc à inférer ce que l'autre veut dire, à lire son non-verbal. C'est des effets secondaires de cette fameuse distance physique mal interprétée qui donne une distanciation sociale. Donc moi, ce que je nous souhaite en l'hiver, c'est de nous rappeler des notions fondamentales de tolérance, d'accueil, de bienveillance, je dirais en général, les uns envers les autres, et envers vos enseignants aussi, des enseignants envers les élèves et les étudiants, parce que c'est des valeurs clés qu'on a mis très longtemps à construire en tant que société. On est des sociétés en principe très ouvertes, et le risque, et on le voit dans certaines sociétés qui sont proches de nous,
c'est une augmentation énorme de l'intolérance, une incompréhension de plus en plus grande et en fait un isolement de la pensée. Les gens qui pensent tout seuls et qui pensent qu'ils ont raison et qui appliquent leur manière de penser à tout le monde. Et ça, c'est un énorme danger. Et puis, je pense que chacune des élèves que nous avons ici et notre étudiant en sont vraiment des témoins. C'est qu'ils aimeraient échanger, ils aimeraient être en contact, comprendre l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Et c'est à nous de créer le contexte favorable à cette rencontre. On en a les moyens technologiquement. Je pense qu'il y a de très belles initiatives dans ce sens. Mais là, il faudra que les étudiantes et les étudiants, les élèves, soient d'accord et acceptent qu'on sorte des sentiers battus, parce que ce n'est pas gagné d'avance non plus, pour l'avoir essayé dans des cours, que toutes les étudiantes et les étudiants soient d'accord qu'on sorte des sentiers battus et qu'on se rappelle quelques instants qu'il n'y a pas que le contenu qui compte. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce sont de beaux éléments à inclure dans notre définition de l'autorégulation, celle à laquelle on adhère personnellement et celle qu'on peut peut-être davantage créer collectivement. Écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup. Ça a été un panel dynamique. Je pense qu'on a regardé la situation bien en face. On a été sincère, honnête et je pense qu'en ressortent certaines idées, certaines pistes à mettre de l'avant. Merci beaucoup.